Nous allons poursuivre notre cours sur les reptiles. Alors, pour rappel, nous sommes dans la classe des reptiles et qui comporte quatre ordres: l'ordre des chéloniens, l'ordre des rhinocéphales, l'ordre des crocodiliens et l'ordre des squamates. Nous avons signalé que l'ordre des squamates comportait deux sous-ordres, à savoir le sous-ordre des sauriens et le sous-ordre des ophidiens. Le sous-ordre des sauriens donc a été étudié et nous avons distingué un certain nombre de familles. Alors, pour la suite de l'ordre des squamates, nous allons voir le sous-ordre des ophidiens. Les ophidiens se caractérisent par un corps allongé, cylindrique, recouvert de cornéoscutes et dépourvu de membres. Mais parfois, il existe des vestiges, c'est-à-dire des restes de membres postérieurs. Et ces vestiges, c'est ce qu'on appelle les ergots. La langue est longue, bifide, mais n'intervient pas dans la prédation. Pour rappel, chez les sauriens, la langue était un organe de prédation, ce qui n'est pas le cas ici. La bouche est un organe préhensile qui peut se distendre, c'est-à-dire s'étirer énormément grâce à l'extensibilité des articulations des os des mâchoires. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez l'ouverture de la gueule de ce serpent. Les yeux sont à paupières transparentes et soudées. On rappellera que chez les sauriens, les yeux présentaient deux paupières, une supérieure et une inférieure, ainsi qu'une membrane nictitante, et que là, il y avait possibilité de fermeture des yeux, ce qui n'est pas le cas chez les ophidiens. Les écailles dorsales sont petites et imbriquées, et elles peuvent être lisses ou alors carénées, c'est-à-dire qui présentent une carène au centre de l'écaille. Les écailles ventrales sont grandes et transversales. Il existe une seule écaille par rangée. La tête peut être couverte de nombreuses petites écailles, comme le cas ici, ou alors elle va être couverte de grandes écailles, les écailles que l'on appelle aussi les plaques, donc ou couvertes de grandes écailles symétriques et à disposition constante. La mue chez les ophidiens se fait d'un seul tenant, d'un seul trait, donc c'est ce qu'on va qualifier de mue globale. Chez les sauriens, la mue se fait par petits fragments, par petits lambeaux. Ce sont des prédateurs de vertébrés et d'invertébrés. La plupart des ophidiens sécrètent du venin pour tuer leur proie ou alors pour se défendre. L'appareil venimeux des ophidiens comprend deux éléments principaux. Des glandes qui permettent de synthétiser, c'est-à-dire de sécréter le venin. Ce sont les glandes à venin qui sont des glandes salivaires modifiées de la mâchoire supérieure.
et des dents modifiées en crochet qui permettent d'inoculer ce venin, c'est-à-dire de le transmettre à la proie ou alors à la victime. Donc, on voit que ces glandes à venin sont reliées à une glande que l'on appelle la glande de Jacobson. La glande de Jacobson et donc qui va sécréter le venin et qui va s'écouler à travers donc un canal qui existe au niveau de la dent modifiée en crochet. Les serpents sont divisés en deux groupes. Les serpents constricteurs, ce sont des serpents qui étouffent leur proie. Et les serpents non constricteurs, qui sont des serpents venimeux, qui capturent leur proie en les enduisant, c'est-à-dire en les recouvrant, ou en leur inoculant, c'est-à-dire en leur injectant du venin. Les serpents constricteurs, ils comprennent une seule famille, c'est celle des boïdés. Ce sont des serpents de grande taille. Ils peuvent atteindre une longueur de 7 à 9 mètres. Ils étouffent leur proie en s'enroulant autour d'elles avant de les avaler. Donc là, ils n'ont pas besoin d'un appareil venimeux pour capturer leur proie. Leur taille est assez imposante donc pour euh, vaincre la proie qu'ils attrapent. Les boïdés sont des aglyphes et non venimeux. Alors, aglyphes, ça veut dire que leurs dents ne présentent pas de sillon par lequel pourrait passer le venin. Donc, pas de sillon. Donc, comme on voit ici, toutes les dents sont identiques. Ces serpents peuvent être aquatiques, arboricoles, donc là souvent ils s'enroulent autour du tronc et des branches d'arbres, ou alors ils sont fouisseurs, donc là ils vont se cacher dans des galeries. Comme exemple de boïdés, nous avons le boa, le python et l'anaconda. Nous avons ici une illustration qui met en évidence le fait que ces serpents constricteurs donc s'enroulent autour de leur proie pour l'étouffer. Donc nous sommes ici en présence d'un boïdé qui s'enroule autour d'un kangourou et il va donc le maîtriser et après il va pouvoir l'avaler tranquillement. Donc on peut voir l'ouverture de la gueule qui est très extensible. Donc ce boa va pouvoir avaler ce kangourou, pardon, en entier. Les serpents non constricteurs. Nous avons la famille des colubridés. Cette famille regroupe la majorité des ophidiens. Ils se caractérisent par une pupille ronde. L'écaillure céphalique, c'est-à-dire l'ensemble des écailles, se présente sous forme de grandes plaques symétriques à disposition constante et avec la présence caractéristique de l'écaille l'oréal en nombre variable. Donc on peut trouver une, deux ou trois écailles l'oréal.
Nous avons ici la tête d'un colubridé en vue dorsale et nous allons essayer donc de retrouver le nom de chacune de ces écailles. On procède comme pour les sauriens, donc de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête. Et la première écaille à l'extrémité, c'est l'écaille rostrale. Ensuite, là où il y a l'ouverture des narines, l'écaille qui entoure les narines est appelée écaille nasale. Et je rappelle que là, nous avons un plan de symétrie bilatérale, donc les nasales, il y en a deux. Entre les nasales, nous avons ici deux internasales. On passe à l'écaille qui est située entre les yeux, donc c'est la zone du front, et là, ça va être l'écaille frontale. Ces écailles-là, en allant de la partie antérieure vers la partie postérieure, sont situées avant la frontale, donc nous allons les qualifier de préfrontales. Tout à fait, pardon. Au-dessus des yeux, on va trouver l'écaille susoculaire. Tout à fait à l'arrière de la tête, nous avons l'écaille pariétale. Ici, on parlera d'écaille temporale antérieure. Antérieure parce que après, on va trouver deux écailles que l'on appelle les temporales postérieures. Ici, on note les écailles labiales supérieures. Donc, ce sont les écailles qui sont situées au niveau des lèvres. Là, on mentionnera donc des écailles dorsales qui sont carénées. En vue latérale, donc toujours la rostrale, la nasale. Cette écaille est située avant l'œil, donc toujours en partant de la partie antérieure vers la partie postérieure de l'œil. Cette écaille est appelée écaille préoculaire. Cette écaille-là est spécifique parce elle permet de déterminer la famille des colubridés. Cette écaille est située entre la nasale et la préoculaire et elle est appelée écaille loréale. Donc c'est une écaille qui est caractéristique des colubridés et elle est en nombre variable, une, deux et parfois même trois. Et aussi, on peut aussi la retrouver chez une autre famille que l'on signalera par la suite. Ces écailles-là, ces trois écailles, sont situées après l'œil, donc elles seront qualifiées d'écailles post-oculaires. Ici, on signalera la temporale antérieure, les temporales postérieures, les labiales supérieures et les labiales inférieures.
Ici, nous avons une illustration qui nous montre donc ce qui figure en bleu correspond à l'écaille préoculaire. Ce qui est en vert correspond aux écailles post-oculaires. Et ce qui est mentionné en rouge correspond à la temporale antérieure. Alors, vous voyez entre la nasale et la L'Oréal qui est signalée en bleu, il y a une petite écaille, c'est l'écaille L'Oréal. Alors, on a dit que l'écaille L'Oréal était en nombre variable. Il peut y en avoir une, deux ou trois, et dans certains cas, elle va être absente. Dans le cas présent, nous avons une seule écaille L'Oréal. Pour l'espèce ici, nous avons deux écailles L'Oréal. Je rappelle que pour retrouver l'écaille L'Oréal, sa position, c'est entre la nasale et la préoculaire. Nous avons ici le cas où il n'y a pas d'écaille L'Oréal, c'est-à-dire que la préoculaire et la nasale sont en contact. Donc, quand l'écaille L'Oréal est absente, là, c'est caractéristique d'une autre famille. Mais la présence de l'écaille L'Oréal est caractéristique de la famille des colubrides. Maintenant, nous allons considérer un degré d'envenimation croissant, c'est-à-dire nous allons aller des espèces les moins venimeuses vers les espèces les plus venimeuses. Et pour ceci, nous allons commenter le tableau qui se trouve au niveau de votre polycopier. Donc, il faudra vous reporter à votre polycopier pour pouvoir le suivre correctement. Dans ce tableau figure le type d'armature buccale, la description de l'armature buccale, les familles qui présentent ce type d'armature buccale et enfin les exemples. Le premier type d'armature buccale, c'est le type aglyphe. Dans A, Dans aglyphe, on retrouve l'origine A qui veut dire sang et glyphe qui veut dire sillon. Donc là, toutes les dents sont semblables et sans sillon, comme le montre la petite coupe transversale. Donc la dent est entière, elle est pleine. Comment se fait l'envenimation de la proie? Les proies sont recouvertes, elles sont enduites de venin dans la cavité buccale. Donc, pour que le venin puisse agir, il faut que la proie soit dans la gueule du serpent. Ces couleuvres ne sont pas venimeuses pour l'homme, dans la mesure où même si elles mordent, elles ne peuvent pas transmettre le venin parce qu'il n'y a pas de sillon donc par lequel s'écoulerait le venin. Et ce venin, pour qu'il puisse agir, il faut que la proie soit dans la cavité buccale. Donc on imagine mal un homme dans la gueule d'une couleuvre qui peut faire donc de 60 à 1 mètre même de longueur. Donc impossible d'être dans la gueule du serpent. C'est pour ça que l'on dit que ces couleuvres ne sont pas venimeuses pour l'homme. Les familles qui présentent ce type d'armature buccale, c'est la famille des colubridés. Et on peut citer comme exemple la couleuvre vipérine et la couleuvre
à collier. L'armature buccale de type opistoglyphe. Opisto veut dire à l'arrière et glyphe veut dire sillon. Donc, comme on peut le noter sur le dessin de l'armature buccale, la dent qui est mentionnée ou qui est colorée en rouge, donc correspond à la dent qui est traversée par un sillon. Et la coupe en dessous nous montre le creux qui indique donc le sillon en coupe transversale. Cet appareil, cette armature buccale présente deux crochets à venin, donc un de chaque côté de la mâchoire. Ils sont situés à l'arrière de la mâchoire supérieure et ils sont traversés par un sillon qui est plus ou moins profond et par lequel donc va s'écouler le venin. Ces couleuvres sont peu venimeuses, sauf en cas de morsure profonde, c'est-à-dire si la couleuvre arrive à mordre avec les crochets qui sont à l'arrière, dans ce cas-là, elle peut transmettre son venin. Mais si elle mord avec les crochets qui sont situés à l'avant, donc aucun risque de transmission du venin parce que le venin, il est, il s'écoule par les dents qui sont sillonnées. Donc par conséquent ici, les dents qui sont colorées en rouge. La famille qui présente cette armature buccale, c'est la famille des colubridés. Comme exemple, nous avons la couleuvre de Montpellier. Avant de passer à la suite de ce tableau, je précise ou je signale que j'ai utilisé des couleurs différentes pour chaque type d'armature buccale et selon le degré d'envenimation. Donc, quand c'est le moins venimeux, j'ai pris une couleur claire et au fur et à mesure que le degré d'envenimation va augmenter, nous aurons une couleur plus foncée. L'appareil buccal de type protéroglyphe. Protéro qui veut dire à l'avant et glyphe qui veut dire sillon. Donc vous voyez ici la localisation ou la situation des crochets à venin. On va trouver deux crochets à venin qui sont situés à l'avant. Ils sont fixes et ils sont traversés par un sillon qui est très profond. Donc vous voyez au niveau de la petite coupe le, le sillon qui est pratiquement complètement fermé. Donc là, le venin va passer de manière, on va dire, efficace des glandes à venin vers la proie. Ce sont des serpents venimeux et seule la famille des élapidés présente une armature buccale de type protéroglyphe. Comme exemple, on pourra signaler le naja ou le cobra. Dans cette zone-là, donc que j'ai figuré en rouge, nous avons l'appareil ou l'armature buccale de type solénoglyphe. Là, ça se caractérise par deux crochets à venin qui sont situés à l'avant et ils sont mobiles. Donc, le serpent peut ouvrir la gueule et le crochet va donc pouvoir s'étirer. Ces crochets sont munis d'un sillon qui est
complètement fermée. Donc, ces serpents peuvent même agir à distance. Quand ils vont ouvrir la gueule et dresser leur crochet, ils peuvent même donc siffler leur venin vers la proie. Ce sont des serpents très venimeux et on peut noter l'existence de crochets de remplacement. Cette armature buccale de type solénoglyphe, nous la trouvons chez la famille des Viperidae. Parmi les espèces de Viperidae, il y a la vipère lébétine, la vipère de la Taste, la vipère à cornes et le serpent à sonnette. Donc, pour récapituler, selon un degré d'envenimation croissant, donc du moins venimeux vers le plus venimeux, nous avons la famille des colubridés. Ces colubridés qui se caractérisent par une tête qui est couverte de grandes écailles symétriques et à disposition constante. La présence d'écailles loréales de 1 à 3 et une pupille ronde. Dans les colubridés, on distingue les colubridés à glyphes et les colubridés opistoglyphes. Ensuite, la famille des élapidés. Au niveau de l'écaillure céphalique, on va noter l'absence de l'écaille loréale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la nasale et la préoculaire sont en contact, comme on peut le voir sur la photo ici. La pupille est ronde. Chez les vipéridés, la tête est triangulaire et couverte de petites écailles. Et la pupille est toujours verticale chez les vipéridés. Donc voilà ce qu'il y avait à dire concernant ce sous-ordre des ophidiens. Et avec ce degré d'envenimation prend fin l'étude de la classe des reptiles. Nous passons à une autre classe qui est la classe des oiseaux. Et de point de vue systématique, nous sommes dans le sous-embranchement des gnatostomes, la superclasse des tétrapodes et la classe des oiseaux. Ce sont des vertébrés tétrapodes dont les membres antérieurs sont transformés en ailes. Ces ailes qui sont généralement aptes au vol, tandis que les membres postérieurs sont adaptés à la bipédie, donc ils peuvent marcher avec les membres postérieurs. La peau est mince et l'épiderme produit des phanères caractéristiques que l'on appelle les plumes. Le tégument est dépourvu de glandes, à l'exception toutefois de la glande uropygienne qui est située à la base du croupion, donc voici la glande uropygienne, et dont la sécrétion permet d'imperméabiliser
les plumes. Le bec est un bec corné, c'est-à-dire un bec qui est dur. Ce sont des organismes homéothermes et à température élevée. Homéotherme étant l'opposé de hétérotherme. Donc à température constante, mais c'est une température qui est quand même élevée. Parce que si on approche les mains d'un oiseau, on a l'impression qu'il dégage de la chaleur. Ils sont amniotes, à fécondation interne et ovipares. La classification des oiseaux repose dans ses premières subdivisions sur des caractères ostéologiques, c'est-à-dire relatifs à des os, à savoir la constitution du sternum en rapport avec la musculature et le fonctionnement des ailes. Donc, nous avons ici ce que l'on appelle le sternum. Ici, nous avons le bréchet. Donc, toutes ces parties, je pense que vous les connaissez quand vous avez fait la dissection du poussin. Sur ce dessin, on peut voir la position du bréchet et sur une coupe transversale, on peut voir le sternum. En dessous, il y a le bréchet et les muscles alaires, donc les muscles des ailes. C'est le bréchet qui est utilisé donc pour distinguer différentes sous-classes dans la classe des oiseaux. Il y a trois sous-classes d'importance très inégale. Tout d'abord, la sous-classe des ratites, qui se caractérise par un sternum sans bréchet. Leurs ailes sont réduites ou atrophiées et elles sont inaptes ou impropres au vol. La sous-classe des impennes, le bréchet est développé et les ailes sont transformées en palettes natatoires. La sous-classe des carinates, dans ce cas, le bréchet est bien développé, les ailes normales et elles sont généralement adaptées au vol. La sous-classe des ratites se caractérise par un sternum sans bréchet. On pourra décrire le bréchet en disant que c'est une pièce osseuse médiane qui est impaire, en lame et où s'insèrent les muscles alaires. Donc ici, sternum sans bréchet sur la photo de gauche où on voit le sternum et il n'y a pas de bréchet. Par contre, la photo de droite indique un sternum avec bréchet. Les ailes sont réduites ou atrophiées et elles ne sont pas adaptées au vol. Dans ce cas-là, ces oiseaux, s'ils ne peuvent pas voler, ils vont compenser par autre chose en possédant des pattes développées. Et là, on va les qualifier d'oiseaux coureurs. Ils vont courir. Les ratites sont omnivores et cette sous-classe comporte deux ordres.
l'ordre des strutioniformes et l'ordre des aptérigiformes. Les strutioniformes possèdent un corps haut, il peut faire 1 à 2 mètres de hauteur, avec un cou qui est long et nu, c'est-à-dire comportant recouvert de très peu de plumes, et supportant une petite tête avec un bec qui est court et droit. Les pattes sont hautes et robustes, c'est-à-dire fortes, et terminées par 2 ou 3 doigts selon les espèces. Les autruches possèdent 2 doigts et on les trouve, ces autruches, dans les déserts et les steppes d'Afrique. Donc nous voyons ici une patte de strutioniforme avec 2 doigts. Il y a les nandous qui présentent 3 doigts. Ces oiseaux vivent en Amérique du Sud. Et il y a les émeus et les casoars qui possèdent 3 doigts. Ces oiseaux vivent en Australie. Donc nous avons ici des pattes de strutioniformes à 3 doigts. L'autre Nous avons ici des illustrations qui montrent les exemples qui ont été cités, à savoir l'autruche, donc qui possède 2 doigts, le casoar, l'émeu et le nandou qui présentent 3 doigts, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc on notera la, la hauteur de ces oiseaux, des pattes qui sont développées, un cou qui est long, la tête qui est toute petite par rapport à la taille du corps et un bec qui est court et droit. Le deuxième ordre dans la sous-classe des ratites, c'est l'ordre des aptérigiformes, dont nous avons 2 représentants ici. À l'inverse des strutioniformes qui ont un corps haut, ici le corps est trapu. Il a approximativement la taille d'une poule, avec un cou qui est épais, un cou large, un long bec grêle, c'est-à-dire mou, faible et légèrement recourbé à l'extrémité. Les pattes sont courtes, mais elles sont fortes et elles sont terminées par 4 doigts avec un pouce qui est très court et surélevé. Donc nous voyons ici une autre différence par rapport au strutioniforme. C'est d'abord la longueur ou la hauteur des pattes et le nombre de doigts. Les ailes ne sont pas visibles parce qu'elles sont cachées sous les plumes, d'où le nom de cet ordre-là, A qui veut dire sang et ptère aile. Donc on a l'impression que ce sont des oiseaux sans ailes, mais en fait les ailes existent et elles sont cachées sous les plumes. Les aptérigiformes sont nocturnes et ils sont aussi humicoles. Humicole, ça veut dire qui aime l'humus. Et dans cet humus, ils vont trouver de quoi se nourrir et ça va être essentiellement des mollusques, des vers et des insectes. L'exemple à citer, c'est celui du kiwi que vous voyez sur la photo et cet oiseau vit en Nouvelle-Zélande. La deuxième sous-classe est celle des impennes.
Ils présentent un sternum à bréchet développé. Donc, par conséquent, leurs muscles alaires sont développés. Mais ces ailes-là ne vont pas leur servir à voler. Parce que les ailes, elles sont robustes, mais elles sont inaptes au vol et elles sont alors transformées en palettes natatoires. Donc, ça va leur permettre de nager. Les pattes sont palmées et elles sont placées très en arrière du corps. C'est ce que l'on va qualifier de station verticale au sol. On a l'impression que ces oiseaux se tiennent debout. Nous voyons ici les pattes palmées, c'est-à-dire qui présentent une membrane entre les doigts. Ces oiseaux sont marins, polaires. On les trouve au niveau de l'hémisphère sud et ce sont des oiseaux qui nagent et qui plongent facilement. Leurs plumes sont courtes, elles sont serrées et écailleuses. C'est ce qui va leur permettre une meilleure résistance au froid. Ils sont piscivores au sens large. Ça veut dire que là, ils vont se nourrir de poissons, mais aussi d'autres organismes marins, comme par exemple des céphalopodes. Dans cette sous-classe, il y a un seul ordre, c'est celui des sphéniciformes, qui regroupe les manchots et qui sont des oiseaux coloniaux. Donc voilà, nous avons ici un manchot. Nous voyons les palettes natatoires, donc les ailes transformées en palettes natatoires et les pattes palmées. La photo du bas nous montre donc ce manchot en train de nager. La sous-classe la plus importante, c'est celle des carinates. Alors, carinate vient du terme carène qui veut dire bréchet. Ici, le bréchet est bien développé. Les ailes sont normales et elles sont généralement adaptées au vol. De point de vue systématique, il n'existe pas de schéma stable qui soit unanimement admis. Et de ce fait, pour l'étude de cette sous-classe, nous allons adopter une classification artificielle où on va prendre en considération le milieu de vie et les caractères adaptatifs qui sont liés au milieu de vie, à savoir le bec et les pattes. Donc, en gros, ici, nous n'allons pas faire appel à des caractères morphologiques connus, mais nous allons plutôt utiliser le milieu de vie et les caractères comme le bec et les pattes. On va distinguer tout d'abord le groupe des oiseaux palmipèdes, aquatiques et nageurs. Nous allons donner quelques définitions. Les palmipèdes, ce sont des oiseaux à pattes palmées. Des pattes palmées, ça veut dire qu'il existe une palmure, c'est-à-dire une membrane
interdigitale, une membrane entre les doigts. Cette palmure peut toucher 3 ou 4 doigts. On va distinguer dans ce groupe-là tout d'abord les oiseaux marins, pélagiques et piscivores. Pélagiques, ce sont des oiseaux de pleine mer qui vivent loin des côtes, sauf pour la reproduction. Au moment de la reproduction, ces oiseaux vont revenir vers la côte. Piscivores, ça veut dire qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons et secondairement de crustacés, de mollusques et d'autres organismes marins. Nous avons l'ordre des procellariformes. Donc, pour chacun des ordres que nous allons étudier par la suite, nous allons donner la description du bec, celle des pattes et on va citer les exemples. Chez les procellariformes, le bec est composé de plaques soudées, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et il est terminé par un onglet qui est corné, puissant, c'est-à-dire fort, et crochu. Donc, chez les procellariformes, le bec est composé de plaques soudées et terminé par un onglet corné, puissant et crochu. Les narines sont tubulaires, ce qui veut dire en forme de tube. Les pattes présentent 3 doigts palmés et le pouce est réduit, donc il est plus petit que les autres doigts. Ce sont des oiseaux coloniaux. Coloniaux veut dire qu'ils vivent en colonie, en groupe, donc plus ou moins importants en nombre. Comme procellariforme, nous avons l'albatros qui présente 2 narines séparées et les pétrels qui possèdent une narine unique et donc un seul tube. Nous avons ici, tout à fait à gauche, l'albatros qui montre donc le bec composé de plaques soudées. Nous voyons les pattes palmées, donc 3 doigts palmés et le pouce réduit. Bon, il n'est pas bien visible sur la photo. Nous avons en haut à droite une photo rapprochée du bec d'un albatros et qui nous montre les narines tubulaires. La photo du bas nous montre toujours le bec composé d'un procellariforme, ici le pétrel, et qui présente une seule narine qui surmonte le bec. Donc la différence entre l'albatros et le pétrel se situe au niveau des narines tubulaires. Les oiseaux marins, plutôt côtiers et piscivores. Donc là, nous sommes partis de la zone pélagique et nous allons vers la zone côtière. Donc les oiseaux marins, plutôt côtiers et piscivores au niveau de leur régime alimentaire. Nous avons tout d'abord l'ordre des alciformes. Les alciformes présentent un bec large, comprimé latéralement et coupant. Les pattes sont courtes et elles sont placées très en arrière avec 3 doigts antérieurs palmés
et l'absence totale du pouce. Ce sont des oiseaux coloniaux qui vivent sur les falaises et les rochers de l'hémisphère nord. Comme exemple, nous avons les macareux et les pingouins. Ces oiseaux nous rappellent beaucoup les sphéniciformes, les manchots, mais la différence, c'est que les manchots présentent des palettes natatoires, tandis qu'ici, les ailes permettent un vol, bon, pas très développé. Donc, la différence au niveau des palettes natatoires. Une autre différence, c'est la zone où vivent ces oiseaux. Les sphéniciformes, c'est-à-dire les manchots, vivent au niveau de l'hémisphère sud. Ceux-là, les alciformes, vivent au niveau de l'hémisphère nord. Et tous deux ont une position verticale au sol. Donc nous avons ici le macareux et le pingouin qui sont des représentants de l'ordre des alciformes. L'ordre des pélécaniformes. Leur bec est long et les deux branches de la mandibule étant la mâchoire inférieure. Les deux branches de la mandibule sont réunies par une membrane qui est plus ou moins dilatable, comme on peut le voir sur cette photo, donc la membrane avec toute sa vascularisation. Une membrane plus ou moins dilatable et ça va jouer le rôle de réservoir de nature. Donc, nous voyons ici cet oiseau qui a pris un poisson dans son bec. Les pattes possèdent quatre doigts qui sont longs et réunis par une palmure bien développée. On dira que ce sont des oiseaux totipalmés, c'est-à-dire entièrement à pattes, entièrement palmés. Ces oiseaux sont souvent coloniaux. Comme exemple, nous avons les pélicans, les cormorans, mais aussi les fous. L'ordre des lariformes. Le bec est court, droit ou il peut être recourbé à l'extrémité et c'est un bec à bord lisse et tranchant, c'est-à-dire coupant. Il possède des pattes à trois doigts antérieurs palmés et un pouce libre. Donc le pouce n'est pas concerné, n'est pas touché par la palmure. Ces oiseaux sont souvent piscivores et parfois détritivores au voisinage de l'homme. Détritivores, ça veut dire qu'ils se nourrissent de détritus, de déchets. Comme lariformes, nous pouvons citer les goélands, les mouettes et les sternes. En haut à gauche, nous avons un goéland et à droite, nous avons une mouette.